bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Bon, je vais pas faire, ça va pas être une présentation académique sur le terme islamophobie. Je veux surtout qu'on parle du contexte ici, canadien, québécois. Bon, je pense que ça mérite une discussion ensemble. Voilà. Alors, quand monsieur Hamoud m'a invité à donner la conférence, la presse venait de publier un article qui était intitulé « L'islamophobie bien ancrée au Canada selon un comité sénatorial ». Alors donc c'est en fait un comité sénatorial qui fait une enquête sur l'islamophobie au Canada et qui va publier un rapport cet été. Et donc on risque d'entendre pas mal parler de ce rapport. Et puis, on comprend qu'il va dresser un portrait catastrophique de l'islamophobie au Canada. Alors, si on peut lire le communiqué parle de hausse alarmante des actes de haine et attaques ciblées contre les musulmans. Pourtant, quand on va regarder les statistiques de Statistique Canada, la police a plutôt déclaré une baisse de nombre des crimes haineux ciblant la population musulmane en 2020. Alors, l'enquête est menée auprès de, entre guillemets, dirigeants et intervenants communautaires. Alors, quelles sont ces communautés? Qui sont les dirigeants en question? Je ne sais pas qui dirige les musulmans du Canada. En tout cas, moi, il n'y a personne qui me dirige. Alors, et donc dans le communiqué, on parle en fait du Conseil national des musulmans canadiens en particulier. Et puis, une petite recherche de rien du tout nous permet de voir que, en fait, la sénatrice qui est présidente du comité, qui s'appelle Selma Ataoula-Jeanne, elle est elle-même membre du Conseil national des musulmans canadiens. Alors, est-ce qu'il n'y a pas conflit d'intérêts? Est-ce que c'est une coïncidence? Et puis, en quoi le Conseil national des musulmans canadiens représente-t-il les musulmans du Canada? Donc, si on lit le communiqué, alors on lit que la sénatrice dit que certaines femmes musulmanes craignent de sortir de chez elles, qu'il est difficile d'amener leurs enfants à l'école, que beaucoup se font cracher dessus, que les musulmans doivent constamment regarder par-dessus leur épaule, de peur de se faire attaquer, probablement. Bon, alors, est-ce que c'est vraiment le cas? Au Québec, on accuse la loi 21 d'émaner de racisme anti-musulman. Stephen Brown, qui est le président du Conseil national des musulmans canadiens, a même dit que le Québec est dangereux pour la vie des citoyens musulmans. Donc, à les entendre, on a l'impression d'être dans un pays épouvantable pour les musulmans. Alors c'est ça, donc je me suis dit, si on doit parler de quelque chose quand même, c'est incroyable, il faudrait qu'on parle de ça. Alors est-ce qu'on se sent tellement menacé? Est-ce que c'est un pays tellement effroyable pour les musulmans? Donc est-ce que c'est vrai? On ne peut pas nier que l'islam a une vision très négative, de plus en plus négative, partout dans le monde et en particulier ici. Je ne pense pas qu'on puisse nier ça. Mais est-ce qu'on vit un climat aussi épouvantable que ça? Pourquoi ces groupes sèment un vent de panique? Et si l'islam a une image si négative au Canada, particulièrement au Québec, quelle est la cause? Et quoi faire pour améliorer le climat social? Donc voilà, donc je vais parler de tout ça. Il y a beaucoup de choses qu'on veut dire. Donc ça va être, en fait, je vais revenir un peu sur l'islamophobie à la fin. Je vais passer par mon parcours déjà. Après ça, on va parler du système canadien. Enfin bref, je vais parler de plusieurs choses. Je vais pas faire, je vais pas tracer le plan non plus. Donc en tout cas. Est-ce que vous vivez, je ne sais pas si vous reconnaissez dans cette description-là, moi je ne me reconnais pas là-dedans. Alors vous me raconterez vos histoires, moi je peux quand même commencer par raconter mon parcours. Donc je trouve qu'il y a un décalage entre ce qu'on observe et ce qu'on nous dit. Alors moi personnellement, je suis arrivée au Québec en 97, donc j'ai vécu mon enfance, mon adolescence en Tunisie.
Donc j'ai passé mon bac en Tunisie, dans une école publique, c'est ça là. Après ça, je suis passée par la France, j'ai fait mon doctorat à Paris 7 en informatique théorique, et donc je suis arrivée au Québec à la fin 1997. Et donc même si j'avais passé plusieurs années en France, c'est vraiment au Québec que je me suis sentie accueillie. Je sentis que les gens étaient accueillants. Je me suis sentie libre. C'est vraiment là que j'ai senti que je pouvais me promener sans qu'on me regarde, sans craindre de me faire regarder, faire du vélo, rentrer dans un restaurant. Enfin bon, c'est banal quand on y est depuis un moment, mais c'est pas banal au début. Ça m'a pris beaucoup de temps avant de pouvoir aller au restaurant, vraiment. Hein. Et alors là, quand j'y suis allée la première fois toute seule, vraiment, je me demandais si les gens me regardaient. Enfin, c'était quelque chose une étape importante à passer. Alors en tout cas, c'est ici que j'ai senti la liberté. J'ai senti que je pouvais m'accomplir aussi, qu'on me donnait mes chances. Donc j'ai eu mon poste à l'Université de Montréal d'ailleurs juste un an, même pas un an après, en 98, au département d'informatique. Donc comme on disait dans ma présentation, mon domaine de recherche c'est la bioinformatique. Je me suis mariée, j'ai eu 2 enfants, 2 garçons, aujourd'hui ils ont 14 ans et 17 ans. Voilà, et puis le Québec est devenu mon pays. En fait, quand je suis arrivée, je ne m'intéressais pas beaucoup à la politique. Puis quand on vient de France, de Tunisie, c'est un peu difficile de s'intégrer dans un système politique. Et ici, il y a le double système fédéral-provincial. C'était pas tellement, je ne m'intéressais pas tellement. En fait, mon intérêt pour le débat public est venu au moment de la charte. C'est pas que j'écoutais rien là quand même là, mais j'ai senti le besoin de m'impliquer au moment de la charte du Parti québécois, donc de la charte des valeurs, ça s'appelait au début, après ça s'est appelé la charte de la laïcité. Donc vous savez, c'était sous le gouvernement Marois, puis c'est le ministre de l'Éducation Bernard Drinville qui a proposé, en tout cas, qui a proposé une loi qui exigeait des représentants de l'État, des fonctionnaires qui travaillent dans les institutions publiques, la neutralité religieuse, donc de ne pas porter de signes religieux. Alors moi, mes enfants, ils étaient jeunes, donc j'avais 2 enfants à l'école primaire, et je remarquais que d'année en année, il y avait de plus en plus d'éducatrices voilées. Et puis je trouvais que ça devenait lourd, plus ça allait et plus il y en avait. Bon, et puis ça faisait que l'atmosphère devenait lourde quand même, parce qu'au début, par exemple, la fête de Noël, ça a fini par ne plus exister. Hein. C'était contesté, c'était soi-disant pas assez ouvert. Voilà, de plus en plus on parlait de halal. Alors là, quand il y avait des trucs, des réceptions à l'école, là il fallait regarder ce qui était halal, est-ce que les enfants pouvaient manger. Vous savez, moi j'ai trouvé que ça faisait de plus en plus, on voyait qu'il y avait un intégrisme qui s'installait quand même. Le contact avec les parents aussi, moi je viens de Tunisie, je n'ai pas envie de devoir expliquer la situation de mon enfant devant une femme qui affiche un islam qui n'est pas le mien non plus. Alors, et puis de plus en plus de petites filles aussi portaient le voile. Et puis il y avait même des petites filles qui n'étaient pas musulmanes, mais pour faire comme leur éducatrice, elles portaient le voile parce qu'elles trouvaient que c'était beau. Enfin, je ne sais pas pourquoi, mais enfin c'est ça, là, par mimétisme. Bon, alors en tout cas, moi je trouvais que c'était pas normal. Hein. Et même en Tunisie, je n'avais pas très envie d'avoir une enseignante voilée. Pourtant, moi-même, j'étais pour me voiler en Tunisie. J'ai presque porté le voile. Mais ça je sais pas, ça dégage un esprit fermé, exactement. Un manque d'ouverture d'esprit. Bon. Alors donc, moi, je trouvais que c'était une bonne idée. Et que c'était important que l'école soit laïque. Donc j'étais pour le projet de charte de laïcité du Parti québécois. Donc j'étais pour, je me suis dit comment on va voir là, comment ça va marcher, mais enfin, en tout cas, généralement je suis pour.
Après ça, j'ai vu l'avalanche d'attaques qui se sont abattues sur les Québécois. Hein, c'est ça, là, c'était démesuré, les attaques et les accusations de racisme et les accusations d'islamophobie qui se sont, avec lesquelles on a attaqué Pauline Marois et puis Bernard Drinville et le Parti québécois et puis les Québécois qui défendaient la loi. Et puis les attaques venaient principalement des musulmans. Moi, j'ai trouvé que c'était très désagréable. Premièrement, ça donnait une mauvaise image des Arabes, puis c'est faux. Je trouvais que c'était faux. Moi, je viens de Tunisie. Il y en a qui... Mais écoutez, vous savez, le débat sur la laïcité a lieu, Radia est bien placé pour en parler, hein, a lieu chez nous aussi. Et donc, c'est complètement faux de faire passer l'idée que tous les Arabes seraient contre, tous les musulmans seraient contre. Donc, je trouvais que ça faisait passer une mauvaise image des Arabes. Et puis, ça me dérangeait que ce soit les miens là, qui freinent le projet de société du Québec. Je trouvais que ça n'avait pas d'allure. Et donc, je me suis sentie la responsabilité de m'exprimer. Bon. Et puis là, je sens la nécessité de boire Vous exprimez très bien. un peu, c'est vrai. Alors donc, ce débat m'a fait comprendre beaucoup de choses, en fait. Et puis, en fait, ça m'a permis de comprendre, là, la société, de comprendre le décalage entre le Québec et le Canada. Et je pense que dans le cadre de notre conférence ici, c'est bien qu'on en parle, du différent, de la différence de vision du vivre ensemble du Québec et du Canada. Et donc, j'ai compris le sens du Québec, société distincte au Canada. Donc, le Québec a une histoire qui est fortement marquée par la religion catholique. Hein. Donc, jusque dans les années 60, le Québec était très imprégné de religiosité. L'Église contrôlait largement les institutions, mais aussi les gens, hein, n'est-ce pas? On surveillait les femmes, combien d'enfants elles avaient tous les ans, etc. Donc c'était très contrôlant au Québec, l'Église catholique. Et donc elle contrôlait aussi donc, la santé et l'éducation. Voilà. Et puis tout ça, ça a changé avec la Révolution. Donc à un moment donné, il y a eu un vent de changement. Et donc ce vent de changement, c'est ce qui s'appelle la Révolution tranquille. Et donc, en fait, c'est un mouvement de modernisation du Québec qui a commencé. Hein. En fait, le Québec avait des retards en éducation à cause de ce système un petit peu fermé. Et donc, donc c'était important de moderniser le Québec. Et donc, c'est venu avec ça. Un événement important, ça a été la commission royale d'enquête sur l'enseignement, qu'on appelle la commission Parent. C'était des états généraux sur l'éducation qui ont eu lieu, et puis ça a permis de réformer le système d'éducation et puis de déconfessionnaliser les écoles au Québec. Et en fait, on a modifié la Constitution canadienne pour pouvoir abolir les commissions scolaires religieuses. Donc avant, les commissions scolaires étaient religieuses, catholiques ou protestantes, et puis les immigrants devaient aller dans les écoles protestantes d'ailleurs. Hein. Alors à un moment donné, ça avait plus de sens avec les courants d'immigration qui commençaient à y avoir au Québec. Il y avait beaucoup d'immigrants, et puis ça avait plus de... Donc, en fait, il y a eu un vent comme ça de changement. On a déconfessionnalisé beaucoup pour ouvrir l'école aux enfants qui venaient de partout et de différentes religions et de différentes origines. Et donc, ça a été pour permettre, en fait, l'intégration des enfants de la diversité, hein, qu'on est passé des écoles religieuses, donc, aux commissions scolaires linguistiques, donc c'est devenu français, anglais, alors qu'avant c'était catholique et protestant. Et pour ça, il faut se rappeler que les catholiques et les protestants, en fait, ont renoncé, enfin, je ne sais pas si c'est pas eux je ne sais pas s'ils ont accepté ou pas accepté, en tout cas, ils ont dû renoncer à leur privilège constitutionnel qui faisait qu'ils avaient un privilège sur l'enseignement. Donc c'était eux qui dirigeaient les écoles. Donc c'est ça, là, il faut savoir, et ça, là, ce changement,
il a eu lieu au Québec, mais pas ailleurs au Canada. Alors c'est un peu vexant, hein, que le Québec se fasse faire la leçon par les autres au Canada, de la leçon d'ouverture et d'inclusion religieuse, alors que c'est juste au Québec hein, qu'il y a eu, que les catholiques et les protestants ont dû renoncer à leurs privilèges constitutionnels sur les écoles. Ailleurs, il y a toujours des commissions scolaires catholiques et protestantes. Voilà, donc c'est pour ça en tout cas, c'est dans ce contexte-là que le Québec a développé un attachement qui est très, très fort pour la séparation de l'État et de religion, pour la laïcité. Bon, le Québec donc a une culture aussi qui est latine, une tradition juridique différente du reste du Canada, et puis le Québec a aussi inscrit l'égalité entre les hommes et les femmes en préambule de la charte québécoise. Donc c'est pour le mettre... faire primer les droits des femmes, enfin les droits des femmes a une valeur très importante aussi au Québec. Voilà, le Québec veut former une nation avec une culture commune. Donc ici, on parle d'interculturalisme ou de convergence culturelle. En tout cas, l'idée, c'est de rassembler autour de valeurs communes, autour d'une nation, autour de quelque chose de commun. Alors, et donc ça, c'est une vision très différente du reste du Canada. Alors le Canada a une conception très différente du vivre ensemble, notamment avec la loi sur le multiculturalisme canadien. Alors le multiculturalisme canadien, en fait, n'encourage pas la formation d'une culture commune, mais encourage les nouveaux arrivants à s'identifier à une communauté d'origine, donc plutôt qu'à un pays d'accueil. Au Canada, la liberté religieuse bénéficie d'une interprétation très large. Alors, c'est pas seulement la liberté de croire ou de ne pas croire, mais ça inclut la liberté de promouvoir sa religion, la liberté d'afficher, de pratiquer sa religion, en toutes circonstances, en fait. Hein. Le voile intégral, le niqab, n'est pas interdit au Canada, à part au Québec, enfin dans certaines circonstances. Alors par exemple, on se rappellera, je ne sais pas si vous avez vu ça, en 2015, ça avait fait un tollé, une immigrante pakistanaise avait revendiqué de prêter serment, donc elle n'était pas canadienne encore, hein, elle avait la résidence permanente, et puis là, pour avoir la résidence canadienne, il fallait qu'elle prête serment. Et là, elle a revendiqué de prêter serment avec le visage couvert. Et elle est allée jusqu'en cour d'appel fédéral pour pouvoir le faire. Écoutez, c'est ça. Donc en fait, cette dame était liée à un parti islamiste pakistanais, Jamiat al-Islami, je ne sais pas comment on prononce ça. Jama'a voilà, qui fait partie de la liste des groupes terroristes au Canada. Pourtant, elle a reçu le soutien de plusieurs politiciens canadiens, dont Justin Trudeau, dont je ne sais pas quelle mairesse qui a voulu la remercier, en tout cas la rencontrer personnellement et tout ça. Donc, c'était pas mal encouragé. Mais ça, à l'époque, ça a soulevé une consternation. Les gens étaient consternés. Hein. Ça a été, les gens étaient... Bonjour. Alors, aux élections fédérales suivantes, donc c'est ça, là, les gens étaient tellement énervés qu'aux élections suivantes, les gens allaient voter avec, vous vous rappelez, avec des sacs de patates sur la tête. C'est ça, pour dire que ça n'avait pas d'allure. Okay. Mais pour ce qui est du niqab, il n'y a pas que cette histoire-là. Hein. En 2017... lorsque les libéraux ont fait voter la loi sur la neutralité religieuse de l'État et puis sur les accommodements religieux, il y avait l'article 10 de la loi qui portait sur l'interdiction d'offres et de services, d'offres de services à visage couvert. Mais en fait, c'était aussi d'offres et puis en tout cas, il y avait quelque chose là-dedans, mais en tout cas, c'était l'article 10 interdisait le niqab dans les institutions publiques. Et puis, il y avait des revendications. Le Conseil national des musulmans canadiens
Est-ce qu'ils ont porté plainte contre, oui, ils ont porté plainte contre la loi des libéraux en raison de cette interdiction du niqab. Et puis, il y en a beaucoup qui les ont suivis. Alors, moi, je me rappelle, Québec solidaire les soutenait. Et puis, dans le métro, on voyait il y avait des affiches qui disaient « Bienvenue au niqab ». Alors, écoutez, donc, il y a quand même des limites. Là, on ne parle plus même de tolérance du niqab, on dit « Bienvenue au niqab ». Donc, c'est ça. Bon, alors, donc pour rester dans le cadre du multiculturalisme canadien, la jurisprudence des tribunaux canadiens a fait émerger le concept d'accommodement religieux. Alors, c'est quoi des accommodements religieux? C'est des dérogations à des lois, à des règlements qui sont accordés pour motifs religieux. Et puis, eh bien, les institutions, sous certaines conditions, eh bien, sont obligées, en fait, d'accorder des accommodements religieux. Bon. Et puis, donc, de nombreux accommodements ont... En tout cas, c'est commun d'accorder des accommodements religieux dans les écoles, dans les universités où je suis, etc. Et puis, à l'époque, il y a de nombreux accommodements religieux qui ont choqué, et donc qui ont donné lieu à la commission Bouchard-Taylor, par exemple. Et donc, à l'époque, ce qui a choqué, il y en a plusieurs, pas juste pour les musulmans, mais il y a eu, par exemple, cette histoire de poignard sikh, donc un élève du primaire, je ne sais plus dans quelle école, donc il allait à l'école avec un poignard, confessionnel, en tout cas un poignard sikh, et puis, donc, on lui avait dit non, et puis le tribunal lui a donné raison et lui a permis de porter le poignard sikh à l'école. Alors, il y a d'autres accommodements religieux, comme pour les juifs hassidiques, par exemple, ils n'acceptaient pas d'être servis par une femme ou de passer leur permis de conduire avec des femmes à la société des automobiles. Bon, et puis on leur a donné, on leur accorde ces accommodements-là, donc c'est ça. Ils ont droit de ne pas être servis par des femmes. Alors en tout cas, tout ça, ça a donné, ça a beaucoup choqué. Et puis pour ce qui est des musulmans, un des accommodements qui est très choquant, qui me choque moi aussi là, c'était une petite fille dans une école de Laval, je crois. Dont les parents étaient islamistes pas mal, là, et puis donc c'était une petite fille de maternelle, et les parents disaient que la religion musulmane interdisait la musique, et l'école a accepté de lui mettre des coquilles anti-bruit pour qu'elle n'entende pas le chant de ses petites amies à l'école. Pour que l'école fasse ça, il y a un problème. Donc, en fait, c'est que les petites musulmanes, c'est que quand on fait partie d'une communauté religieuse, eh ben, on n'est plus protégé comme les autres. Ça donne plus, on n'a plus les mêmes droits, et le même droit à la protection, et à la liberté de conscience, enfin, à la liberté tout court. Donc, c'est ça. Donc, le résultat, c'est que les enfants musulmans ne bénéficient pas de la même protection que les autres. C'est ça que ça donne comme résultat. Puis Nadia, mon fils, quand il avait présentement, il a 16 ans, mais quand il rentrait à maternelle, à 5 ans, il y avait une fille, Khadija, avec qui il jouait dans la même table. Ils ne sont même pas à maternelle. En fait, ils sont à maternelle, même pas première année. Puis le papa de cette fille-là est venu voir l'école, puis il a dit, ma fille, il ne faut pas qu'il soit assis avec les garçons à la même table. Puis on parle... Mais là, qu'il y ait des demandes, c'est pas ça qui choque. Ce qui choque, c'est que l'école obtempère, c'est que l'école dise oui. Voilà. Là, moi j'ai entendu aussi une enseignante qui me disait qu'il y avait une petite fille, en fait, de 7 ans, là, qui pendant le ramadan, elle n'avait pas de lunch, parce que ses parents voulaient qu'elle jeûne. Alors l'école... Bon, alors ils ne savaient pas quoi faire quand même, ils trouvaient que c'était pas normal. Ils ont dû appeler l'imam pour savoir si c'était correct de donner à manger à la petite fille. Vous savez, là, écoutez, alors où est la séparation de l'État et de la religion?
Bon, ils ont voulu bien faire. On les remercie d'avoir quand même considéré le cas qu'une petite fille de 7 ans doit manger. Mais quand on arrive à devoir appeler l'imam, et si l'imam avait dit non, non, c'est correct, fait qu'ils ne lui auront pas donné à manger, en tout cas, c'est assez choquant. Il va y avoir une période de questions après. Hein. Moi, j'en ai plein des choses à dire encore. Hein. Oui. Ok, d'accord. Excusez-moi, il y aura un temps pour le débat après. On va prendre par batch de 5 questions, mais vraiment d'une manière très claire après. On laisse la madame s'exprimer. Ok, alors la madame va continuer. Alors, en plus de cette facilité à obtenir les accommodements religieux, les corporations religieuses bénéficient au Canada de subventions et d'exemptions fiscales parce que l'avancement de la religion est reconnu comme un motif de bienfaisance. Donc les OBNL, pour être un organisme à but non lucratif, il faut faire valoir c'est des organismes de bienfaisance, et l'avancement de la religion est reconnu par l'Agence des revenus du Canada comme faisant partie de la bienfaisance. Alors donc, c'est à ce titre-là que les organisations religieuses eh bien, ont des exemptions fiscales et ont des avantages fiscaux. Bon, c'est ça. Et puis en plus, la tendance est de voir la religion, donc au Canada, hein, la tendance est de voir la religion comme une caractéristique de la personne. Ça veut dire que c'est plus une liberté, hein, et donc c'est vu comme le sexe, comme la couleur de peau, comme le handicap ou l'orientation sexuelle. Alors, tout comme les Noirs, les femmes musulmanes qui portent le voile sont considérées comme racisées, victimes de racisme en fait. Donc en fait, ça veut dire que si on s'exprime contre le voile, eh ben, c'est qu'on est raciste. La conséquence, c'est la valorisation du voile musulman, du voile islamique. Et là, j'avais apporté une image pour vous montrer quand même comment... Donc, parce que j'ai vu... Donc ça, là, la semaine dernière, les parents de l'université... Nos enfants sont à l'école secondaire. Et puis, on a reçu une lettre de l'école qui relayait ce courriel du Centre de services scolaires de Montréal pour un casting, qui demande un casting, donc d'avoir des enfants pour renouveler la photo qui représente les écoles de Montréal. Okay? Et alors, donc là c'est la photo de 2020. Vous voyez, c'est quand même pas mal diversifié. Hein? Il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des adultes, en tout cas. Mais là, c'est pas assez diversifié pour eux. Alors, regardez la liste qu'ils demandaient. C'est ahurissant. Bon, alors écoutez, donc ils cherchent des enfants d'origine asiatique. Bon, ça commence bien. Après ça, de taille forte, s'identifiant comme appartenant à la communauté LGBTQ, portant un signe religieux distinctif comme le voile, et ça continue comme ça. On dirait qu'ils les ont pêchés au hasard un peu. Alors après, on a les handicaps. Vivant, mère ou jeune fille enceinte, vivant avec handicap physique, mental, auditif. Ça, c'est pour la commission scolaire, 16 ans, ça veut dire? Oui, commission scolaire de Montréal. Ben oui, jusqu'à toutes les écoles, oui, de la maternelle, c'est ça. Quand oui. on parle de commission scolaire, ça veut dire l'âge maximal à la... Oui, c'est ça. C'est 16 ans ou 17 ans, donc, c'est ça. Jeune mère. Ben c'est ça. Bon, oui, mais enfin, il y a des écoles pour adultes aussi. Il y a des classes pour adultes aussi. Ah oui, ça, Bon. c'est autre chose. Alors, en tout cas, on peut trouver à dire plein de choses ici. Alors, je vous laisse, c'est foisonnant. Je pense que vous pourriez le donner à un humoriste qui saurait mieux en parler que moi. Mais en tout cas, vous voyez qu'on confond l'origine ethnique avec le handicap, avec l'orientation sexuelle, l'identité de genre, et puis la religion, et ça prend des signes visibles, et donc ça prend des filles voilées. Là, on parle des écoles. Alors, on n'est plus à dire, ok, on accepte, on tolère. C'est qu'on veut, là, pour montrer qu'on est ouvert et tolérant, on a besoin d'avoir des petites filles, des petites filles, ben oui, des petites filles voilées. Ben pour moi, c'est utiliser, en fait, les femmes, le voile, et ben pour faire de la promotion du multiculturalisme canadien. C'est plus vouloir aller dans le...
c'est plus vouloir être tolérant, ouvert, inclusif. C'est vraiment utiliser ce symbole-là pour dire regardez comment on est ouvert, pour faire de la publicité pour le multiculturalisme canadien et puis pour l'ouverture religieuse. Et puis en passant, montrer son opposition à la loi 21 aussi. Alors voilà, c'était simplement ça que je voulais vous montrer. Là. On va remettre ça, c'est plus joli. Ok, donc où est-ce que j'en suis là? Là, je suis perdue. Donc c'est ça, j'ai dit tout ça. Donc c'est ça. Écoutez, alors donc vous voyez, on est dans une promotion, pas des religions, mais de l'intégrisme religieux. Donc tous ces éléments favorisent en fait l'implantation au Canada d'une multitude de groupes religieux et la montée des intégrismes religieux. Écoutez, moi, chez nous, jamais, j'ai passé ma vie en Tunisie jusqu'à 19 ans. Les enfants ne faisaient pas le ramadan, les enfants ne faisaient pas leur prière à l'école, les enfants ne portaient pas le voile. C'est nouveau tout ça. Alors plus ça va, plus on en met. Voilà. Alors, pour finir, il faut aussi noter le code criminel au Canada qui protège le discours haineux. Alors, vous savez, donc il y a l'article sur les discours haineux dans le code criminel qui dit que nul ne peut être déclaré coupable donc de discours haineux pour avoir exprimé en fait une opinion fondée sur un texte religieux auquel il croit. Et donc, quand on a, c'est ça, donc avoir des discours haineux qui sont basés sur le Coran ou la Torah ou la Bible, et ben c'est accepté. Voilà. Bon, et puis je sais pas, la semaine dernière aussi, donc pour finir là-dessus, là, sur les discours haineux, il y a quelque chose aussi que j'ai partagé sur ma page Facebook, là, qu'il faut savoir, là. En tout cas, l'intégrisme islamiste, en plus, bénéficie d'une indulgence qui est toute particulière. Récemment, là, on lisait que 130 responsables musulmans d'Amérique du Nord, et là-dedans, il y a le Conseil canadien des imams, ont publié une déclaration qui est longue, que j'ai lue, qui défend le droit de la communauté musulmane à maintenir la position islamique normative sur les LGBTQ sans être accusés de haine. Donc c'est ça, ils ont déclaré, ok, qu'eux autres, ils pouvaient avoir des propos contre l'homosexualité, et puis on sait que dans l'islam, disons qu'ils sont passibles de mort, les homosexuels. Mais alors, donc, les imams ont écrit une résolution pour dire qu'eux, ils ont le droit de garder cette position normative de l'islam sans se faire accuser d'homophobie et de transphobie. Donc, tous les autres, on peut se faire accuser, mais apparemment, il y a un statut spécial pour eux. Est-ce que vous avez entendu Justin Trudeau se prononcer là-dessus? Justin Trudeau qui est tellement à la défense des groupes LGBTQ, est-ce qu'on l'a entendu dire c'est incroyable, c'est inadmissible? On ne l'a pas entendu. Voilà. Donc là, c'était ma partie sur le Canada. Là, maintenant, je vais parler de laïcité québécoise. Pourquoi? Parce que l'islamophobie, quand on parle de l'islamophobie du Québec, eh ben, c'est beaucoup à cause de la loi sur la laïcité de l'État. Au Québec, là, société distincte, on a une compréhension différente du vivre ensemble. Ça va toujours, la voix et tout ça? Oui, ça va. Je crie pas trop. Ça va. Si ça vous casse les oreilles, dites-le moi. Ok. Donc, c'est ça, on a une conception différente de la liberté religieuse aussi. Donc, aucune liberté ne devrait être absolue, hein. Alors, en vertu de l'article 9.1 de la Charte québécoise, eh bien, il appartient à l'État, élu démocratiquement, de déterminer les contours des libertés. Hein. La liberté religieuse, comme toute autre liberté, eh ben, elle a ses limites. Hein. Et donc, ça appartient aux législateurs, en fait, de déterminer les contours de la liberté pour l'intérêt général. Pas pour discriminer, là, pas pour je ne sais pas, interdire, mais pour l'intérêt général. À l'école, c'est la liberté de conscience des élèves qui prime sur celle des enseignants. Moi, je suis d'accord avec ça. Hein. L'enseignant est un modèle pour l'enfant.
une enseignante voilée transmet le message qu'une bonne musulmane doit être voilée. Elle transmet le message que les cheveux de la femme sont impudiques, qu'une femme est un objet de désir pour l'homme, que c'est à elle de se cacher, etc. Hein, ça transmet aussi que l'homme est faible, qu'il aurait un instinct de prédateur sexuel, et puis il faudrait s'en protéger. Moi, je trouve que c'est plate comme message qu'on transmet à mes garçons. Okay. Donc tout ça, c'est des stéréotypes qui vont à l'encontre des valeurs éducatives d'une société égalitaire, à l'encontre de l'égalité des hommes et des femmes qui est proclamée en préambule de la charte québécoise. Voilà. Et puis moi, surtout, une enseignante voilée, eh bien, je trouve qu'elle crée une pression sur les jeunes. C'est du prosélytisme. Moi, je trouve que c'est du prosélytisme. Alors, on peut bien nous parler de la liberté de porter le voile. On sait très bien que c'est pour la galerie hein, qu'on affiche la liberté de porter le voile. Vous avez vécu dans des pays musulmans, moi aussi. Donc j'ai vécu en Tunisie dans les années... j'étais au secondaire dans les années 80, 83. Il n'y avait pas de voile. À un moment donné, quand il y a eu la montée de l'islamisme, et puis on a commencé à avoir des élèves voilés. Puis il y en avait une... je ne sais pas, en première année secondaire qui était voilée, et elle me faisait, c'est ça, elle nous stressait là en nous disant que celle qui portait pas le voile, eh ben, en enfer, elle serait pendue par les lèvres. Moi, je me rappelle de ça. Alors quand on nous parle de liberté du voile, on sait très bien. D'ailleurs, moi, j'ai failli le porter, hein, le voile. Tout ça, là, ça fait en sorte que je voulais le porter. Regarde, quand on nous parle de liberté du voile, on sait de quoi on parle, nous qui connaissons le voile. La loi 21 donc je passe à la loi 21. Hein. Donc, qu'est-ce qu'elle dit, la loi 21, là, qu'on accuse tellement de racisme et tout ça? Premièrement, la loi 21 instaure, met dans un texte, le caractère laïque de l'État québécois, et puis énonce des principes sur lesquels tout le monde sont d'accord, de séparation de l'État et des religions, de neutralité religieuse de l'État, d'égalité entre les hommes et les femmes, liberté de religion, liberté de conscience. Moi, je trouve que c'est des beaux principes qu'il est important de mettre dans un texte, dans un texte de loi. Et donc c'est pour ça, c'est une loi qui est importante. Maintenant, pour les restrictions de la loi, mais elles sont minimales, parce que la neutralité religieuse qui est supposée être pour tout... En fait, on impose la neutralité religieuse qu'aux personnes en autorité, et puis c'est-à-dire aux enseignants, aux policiers, aux gardiens de prison, et puis c'est à peu près tout. Aux juges, mais les juges, on leur a dit, écoutez, regardez comment vous pouvez appliquer la laïcité. Pour l'instant, les juges, ils décident que en tout cas, on pourrait s'en parler des juges. Oui, normalement les juges, mais pour l'instant, les juges, ils font pas ça. Voilà. Alors, c'est ça. Et en plus, il y a une clause grand-père, c'est-à-dire que les enseignantes qui ont été embauchées avant l'adoption de la loi, eh bien, la loi ne s'applique pas à elles, donc elles peuvent continuer à porter leur voile. Alors, est-ce que la loi est inspirée par l'islamophobie? Eh bien non. Comme on l'a vu, écoutez, elle découle pas mal du cheminement historique du Québec. Au Québec, on a enlevé les croix des écoles, on a sorti les religieuses des écoles. Écoutez, à leur dire, c'est pas... Bon, c'est vrai que c'est l'islam maintenant qui met une pression, mais on ne peut pas dire que ça vient que ça vient de là. On ne peut que reconnaître que c'est une marche, c'est un parcours historique, une continuité historique du Québec, de l'histoire du Québec. La séparation entre l'Église et l'État. Est-ce que la loi est discriminatoire? Non, elle ne cible pas les musulmans ni les femmes, les policiers, les juges comme vous dites, les avocats, les notaires, à qui s'applique la loi. Je ne sais même pas si elle s'appliquait aux avocats et aux notaires, la loi. Non, hein, c'est ça. Hein. Non, les policiers, on va dire les policiers,
les juges, ce n'est pas nécessairement des musulmans, c'est pas nécessairement des femmes, donc les policiers aussi. C'est les procureurs. Ok. C'est pas les avocats. Ah, ok, c'est ça, les procureurs. Oui, c'est ça. Je me suis trompée. Bon, écoutez, c'est le voile islamique qui relève d'une interprétation de l'islam qui est discriminatoire à l'égard des femmes. Écoutez, je pourrais vous faire une dissertation là-dessus, hein, je le fais court. Hein. Donc, lutter contre la discrimination, ce n'est pas de la discrimination, en fait, c'est le rôle de l'État de lutter contre la discrimination. Alors, moi, je ne vois pas, donc c'est la religion, en fait, qui discrimine. Si on croit en cette interprétation de l'islam, c'est cette interprétation de l'islam qui discrimine les femmes par rapport aux hommes. Donc, on peut ne pas être d'accord avec l'interdiction des signes religieux. Donc, je vous dis ce que j'en pense. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas, la loi 21 est légitime. Elle a été adoptée par un parti élu démocratiquement. Elle est soutenue par une large majorité des citoyens. C'est une loi qui est raisonnable et qui vise à instaurer un droit à des services publics laïques. Donc, on peut ne pas être d'accord, mais il faut pas avancer, mais il faut dans ce cas-là avancer des arguments raisonnables, dire pourquoi on est contre. Okay? Mais dans ce dossier, en fait, on est dans l'hystérie. Hein. On parle de racisme, d'islamophobie, de fascisme. Hein. On parle de danger de mort pour les musulmans au Québec. On fait le lien avec la tuerie de la mosquée de Québec, hein, alors que c'était avant la loi. Hein. C'était avant, ou avec des meurtres qui se passent ailleurs au Canada. Le président Stephen Brown du Conseil national des musulmans canadiens a comparé la loi 21 au racisme anti-noir. Farid Tran de l'organisme canadien Uni contre la haine a dit que le Québec était l'épicentre d'un grave problème d'islamophobie en raison de la loi 21. Voilà. Mais surtout, ce qui me dérange particulièrement, c'est qu'on fait croire que toute la communauté musulmane serait contre la loi, même contre l'interdiction du niqab, hein, parce que tous ces gens-là, ils militent contre l'interdiction du niqab. Ils sont pour le niqab. Mais c'est faux, c'est pas vrai que tous les musulmans, tous les arabes sont contre. D'ailleurs, on a été nombreux à nous exprimer en faveur de la loi. Voilà, donc, et puis on a écrit souvent des lettres collectives, et il y a beaucoup de signataires qui sont musulmans, qui viennent du Maghreb, de l'Orient, qui sont de culture musulmane. Donc nous sommes aussi plusieurs à avoir soutenu la loi devant les tribunaux. Mais malheureusement, le juge Blanchard n'en a pas tenu compte. Alors, c'est ça. Donc, vous voyez, dans ce dossier, les islamistes sont alliés du gouvernement fédéral pour attaquer le modèle de laïcité du Québec. En fait, ils sont alliés dans le Québec bachique. Et alors, donc, vous savez que depuis son adoption, la loi 21 est devant les tribunaux. Donc, parmi les plaignants, il y a le Conseil national des musulmans canadiens. Il y a plusieurs femmes qui portent le voile, qui sont enseignantes ou étudiantes, en fait, ou même qui aspirent à être enseignantes, mais qui ne le sont pas. Et puis des villes canadiennes ont versé beaucoup d'argent aux groupes qui sont contre la loi 21, dont le Conseil national des musulmans canadiens. Donc dans un article de Frédéric Bastien, donc il a fait un total de 420 000 $ qui a été versé par les municipalités de Toronto et puis autres à ces groupes pour se défendre contre la loi 21. Donc Frédéric Bastien, je ne sais pas si vous le connaissez, en tout cas c'était un chroniqueur au journal de Montréal qui est décédé. Ça c'est un choc là. Il avait 53 ans. C'était un gars en bonne santé, on s'attendait à rien. C'est quand même un choc là, c'est un monsieur qui est mort très, très récemment. Alors, sa mort c'est un choc. Alors, en tout cas, il a étudié, il regardait, écoutez, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé chercher l'argent qui était donné aux uns et aux autres, donc par Patrimoine Canada par exemple. Il avait fait une enquête très instructive sur l'argent qui est donné à des associations dans le cadre des subventions fédérales de Patrimoine Canada.
Alors, donc, ce qui nous rapporte, c'est le Conseil national des musulmans canadiens donc, a reçu 635 000 $ sur une période de 6 ans. Le Canadian Muslim Association a reçu 2 millions de dollars en 2021 et 2022. Le Conseil canadien des femmes musulmanes, qui a produit une vidéo anti-loi 21, où on fait l'amalgame entre la loi 21 et la tuerie d'une famille musulmane en Ontario, a reçu près d'1 million pour la période de 2020 à 2024. Alors en tout, Frédéric Bastiat arrive à plus que 9 millions de subventions pour des groupes qui militent contre la loi 21. Alors on ne peut pas dire que le gouvernement fédéral ne finance pas les poursuites contre la loi 21. Donc vous voyez, on a une alliance un peu malsaine, je dirais, entre les islamistes et le gouvernement fédéral. Donc c'est ça, donc ça je vous ai parlé de l'offensive contre la loi 21. Alors récemment on a une offensive, enfin on a une deuxième offensive là, dans les lieux, donc, qui concerne les lieux de prière dans les écoles. Pendant le ramadan. Ouais, c'est ça. Alors en fait, le 22 mars, CTV News avait publié, il avait publié un fait divers qu'un agent de sécurité avait dit, donc dans une station d'autobus d'Ottawa, il avait dit, il y avait quelqu'un qui faisait sa prière dans la station d'autobus, et il lui a dit de ne pas faire sa prière là. Alors les gens ont pris des photos, etc. Et puis, donc l'agent de sécurité a été dénoncé pour islamophobie. Et Via Rail, écoutez, a demandé pardon à toute la communauté musulmane pour son agent de sécurité qui avait empêché un musulman d'exercer sa liberté de religieuse dans une station d'autobus. Et puis le gars, il disait que oui, mais bon, d'accord, mais quand même, ça ne lui suffisait pas, et peut-être qu'il allait porter plainte. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, écoute, il va y en avoir d'autres. Il va y avoir d'autres demandes, parce qu'il voit bien que ça marche très bien. Voilà. Alors, eh ben, ça n'a pas raté. 2 semaines après, eh bien, on entendait que dans des écoles de Laval, bon, une école secondaire, mais il y en a d'autres, hein, il y avait de plus en plus, en fait, mais ce n'est pas 1 ou 2 élèves qui priaient dans les couloirs, hein, donc c'était pendant le mois de Ramadan. Mais on parlait d'une bonne dizaine ou plus que ça, hein, qui priaient dans les couloirs, et c'est ça, je ne sais plus là, bon, je me suis perdue ici, là, qui priaient dans les couloirs et tout ça, là, et qui revendiquaient des lieux de prière. C'est ça, dans des escaliers, qui demandaient des salles de prière. C'est ça, une enseignante de l'école Sophie Barra, après ça, il y a, comment il s'appelle, Patrick Lagacé, qui a fait un article plus fouillé sur plusieurs écoles, et puis en fait, ça avait l'air d'être une tendance. Hein. Ça avait l'air, donc il y a une enseignante à l'école Sophie Barra qui a dit à la presse que c'est comme si un mot d'ordre avait été lancé. Donc comme si on leur avait dit, soyez visibles, prenez plus de place, testez le système. Voilà. Alors, bah, écoutez, nous, on a écrit une lettre, donc Radia ici, Mandana qui est ici aussi a signé, donc on a été plusieurs à écrire une lettre en tant que citoyen de culture musulmane pour dire qu'on était contre de tels accommodements. Et puis qu'en tant que musulman, on peut très bien faire sa prière le soir. Vous savez, là, quand ils vont demander, quand ils vont interviewer les imams, je ne sais pas quel imam de la mosquée, enfin moi je ne connais pas leur nom, mais les imams très connus qu'on voit à la télé, ils leur disent jamais que l'accommodement existe dans la religion musulmane elle-même. En tout cas, moi je faisais ma prière quand j'étais en Tunisie, je ne l'ai jamais fait à l'école, je les faisais à la maison, hein, rentrant à la maison. Ils nous le disent jamais. Hein. Voilà, donc c'est ça. Et donc on a dit ça, hein, c'est important de rappeler ça. Et que écoutez, pour nous, là, on peut pas, un tel accommodement ne peut pas, parce qu'on est supposé faire des accommodements qui respectent la loi 21. Moi, c'est un peu, il va falloir m'expliquer comment des accommodements religieux peuvent respecter la loi 21. Mais en tout cas, dans la lettre, on explique pourquoi, en tout cas, c'est un peu impossible, hein,
d'accorder un accommodement comme ça qui respecte les exigences de la loi 21. Bon, alors on nous a parlé de lieu de recueillement, mais on sait très bien que c'est un lieu juste pour les musulmans. Écoutez, donc ça va être un lieu exclusif pour des musulmans, pour prier en groupe, alors que des accommodements religieux, c'est accordé à des individus, hein, pas pour des prières de groupe. Hein. Et d'ailleurs, ceux qui en tout cas, voilà. Alors en plus, il y a l'enjeu des filles et des garçons. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors est-ce qu'on ferme la porte un jour? Alors soit là apparemment il disait qu'il triait, là qu'il y avait des séances pour les filles, et des heures pour les filles et puis des heures pour les garçons, mais c'est pas compatible avec l'égalité des filles et des garçons à l'école. Faire prier les filles derrière les garçons, c'est pas plus acceptable. Alors donc c'est ça. Et puis aussi les lieux de prière. Eh bien, ça crée une pression sur les jeunes musulmans de l'école. On le sait très bien, hein, même le ramadan. Quand il y a des jeunes qui font le ramadan, en fait, ceux qui ne font pas le ramadan, ils n'osent pas. Les musulmans qui ne jeûnent pas, ils se cachent. D'ailleurs, c'est Mandana qui m'avait parlé de ça, qu'elle se cachait à l'école pour manger. C'est ça crée de la pression sur les musulmans. Et alors, si on a un lieu de prière dans les écoles, eh ben, on a les frères et les machins, et puis qui vérifient, hein, les islamistes qui vérifient, qui disent, enfin, qui voient qui fait sa prière, qui ne fait pas sa prière. Et puis, on le sait très bien que ça crée des pressions. Et donc, quand on parle de liberté religieuse, eh bien, ça va contre la liberté religieuse et la liberté de conscience de tout le monde. Alors, finalement, le ministre Bernard Drinville a émis une directive qui interdisait de consacrer des lieux de prière dans les écoles publiques. Bon, mais évidemment, tout de suite, des associations musulmanes, dont l'Association musulmane du Canada, il y en a beaucoup, hein, le Centre culturel musulman de Montréal, le Conseil national des musulmans canadiens, et j'en passe, ont déposé une plainte au tribunal, donc une autre plainte. Donc là, il y a la loi 21 qui est devant les tribunaux. Maintenant, il y a cette directive qui est devant les tribunaux. Alors ils demandent de faire invalider la directive, et ils demandent en plus le temps que l'enquête, que le juge rende sa décision, et bien que la directive soit suspendue. Ils demandent tout ce qu'ils peuvent demander, ils le demandent. Voilà, et ils demandent en fait il demande un jugement sur la manière dont la laïcité et la notion de neutralité religieuse sont interprétées par le gouvernement pour qu'elles ne puissent pas être utilisées pour interdire des pratiques religieuses dans les lieux publics. Alors, donc on demande que le juge, juge sur la manière dont la laïcité soit interprétée de telle sorte qu'elle n'interdise rien. Voilà, c'est une belle laïcité, donc qui n'interdit pas de pratiques religieuses nulle part. Donc on peut imaginer ce que ça va donner. Alors ce qu'ils veulent en fait, eh ben, c'est une laïcité charia compatible. Alors pour en revenir à l'islamophobie, eh bien écoutez, ce n'est pas en multipliant les demandes déraisonnables et les offensives contre la société d'accueil qu'on va créer un climat favorable au dialogue. On ne fait qu'exacerber les tensions. Bon, alors, mais parlons du concept d'islamophobie lui-même. Okay ? Donc, d'un point de vue sémantique, il pose un problème. Il sème la confusion entre la haine des musulmans et puis la critique légitime des religions. Hein, l'islamophobie, ça serait une phobie contre l'islam. En fait, donc, ça serait la peur de l'islam. Mais on a le droit, premièrement, d'émettre un avis ou de ne pas aimer ou même d'avoir de l'aversion pour une religion. Ça, c'est la liberté d'expression. Ce qu'on n'a pas le droit, c'est d'avoir des propos haineux contre les personnes. Hein. Alors donc déjà, il y a donc dans le mot, il y a la confusion entre islam et musulman. Et puis il y a cette histoire de phobie. Alors donc, on fait croire qu'il s'agit d'une phobie, d'une peur déraisonnée. Une phobie, c'est ça, c'est comme maladif. Hein.
C'est une peur déraisonnée de quelque chose. Mais là, vous voyez, c'est pas déraisonné comme peur. Là, en tout cas, moi, je ne rentre pas dans l'islam, vous avez vu, là, je ne vais pas aller voir ce qu'on a dit dans tel verset du Coran, mais ne serait-ce quand on constate en tout cas, la cacophonie, enfin, le remue-ménage qu'ils font, on ne peut pas dire que les gens s'expriment contre l'islam, en tout cas de façon déraisonnée. Il y a des bonnes raisons, il y a des attaques franches contre la société et contre, c'est ça, là, contre un système de vivre ensemble qu'on veut instaurer ici en particulier. Et donc, en tout cas, une phobie, c'est une peur irrationnelle de quelque chose. Or, c'est tout à fait raisonnable de craindre les débordements islamistes. Islamistes. Oui, j'ai mis islamiste. Oui. Donc, il suffit de regarder ce qui se passe ici et puis dans le monde, évidemment. Alors, quand on voit ce qui se passe ailleurs aussi, écoutez, même en Tunisie, mais en Algérie, en Afghanistan, en Iran, partout. Écoutez, on ne peut pas dire qu'on n'a pas de raison d'avoir peur de l'islam. Enfin, bon. Mais écoutez, tout ce que je vous dis, là, ça ne relève pas nécessairement de la peur. Là, quand on dit qu'on ne veut pas de femmes, on ne veut pas d'enseignantes qui portent le voile, mais c'est pour des bonnes raisons que j'explique dans plein de textes. C'est pas qu'on a peur, moi j'ai absolument pas peur, mais c'est pour des bonnes raisons, ok, dont j'ai un peu évoqué les raisons plus haut. Donc c'est ça. Donc les discours haineux, la violence contre les individus, c'est pas acceptable. Et c'est d'ailleurs passible de poursuite. On a tous les instruments en main au Canada, eh bien pour punir les actes. D'ailleurs, il y en a eu. Et ils sont répréhensibles, et ils sont punis fermement. Et puis c'est ça, là, il n'y a pas de... c'est ça, il n'y a pas... Des fois, je perds mes mots, excusez-moi. Mais critiquer l'islam, dénoncer les débordements des islamistes, dénoncer le sexisme du voile, c'est légitime. On a le droit. Les religions ne sont pas protégées contre les critiques. Et puis, l'islamophobie, il faut le savoir, c'est un concept que tentent de faire accepter les régimes et les activistes islamistes pour faire taire toute critique ou propos jugés donc blasphématoires. Alors pour ça, je n'ai pas besoin de vous parler de l'histoire de Salman Rushdie, qui a perdu son œil, un œil à l'automne dernier, à cause de toute de la fatwa qu'il y a contre lui depuis des années. Et puis finalement, ils l'ont mis à exécution. Voilà, parce que son livre est jugé, son livre littéraire, c'est ça, c'est un auteur. Voilà, et donc ses propos sont jugés blasphématoires. On se rappelle des tueries de Charlie Hebdo, de Samuel Paty, l'enseignant en France qui a été égorgé parce qu'il a montré, il a montré une caricature de Charlie dans sa classe, après avoir pris toutes les précautions, avoir expliqué pourquoi il faisait ça, pour parler de liberté d'expression et tout ça. Il a été égorgé, mais quand même, écoutez, et tout ça parce qu'il est accusé d'avoir des propos islamophobes. Alors l'islamophobie, eh bien, on ne peut pas nier que ça amène aussi vers ces horreurs-là. Alors, on ne peut pas valider un mot qui a cette charge criminelle. Okay. Ici, on a plusieurs exemples, mais par exemple, il y a un docteur, Sherif Emile, qui est chirurgien pédiatre canadien, qui a été accusé en novembre 2021. Il a été accusé d'islamophobie par le Conseil national des musulmans canadiens, puis les autres, le Conseil consultatif des musulmans, pour avoir dénoncé parce que il y avait le journal de l'Association médicale canadienne, donc c'est un journal de pédiatrie en fait, et en première page, eh bien, il y avait une petite fille qui portait le voile. Écoutez, on ne peut pas dire, là on peut comprendre que des pédiatres ne trouvent pas que ça soit sain,
de montrer, enfin, d'afficher... Enfin, une petite fille qui porte le voile, et ben ce médecin-là, eh ben, il voulait se prononcer contre ça. Hein. Il ne trouvait pas que c'était une image qui était appropriée pour un journal de pédiatrie. Alors le Conseil national des musulmans canadiens, en tout cas, ses propos étaient tout à fait corrects et raisonnables, et puis motivés aussi par la médecine. Bon, mais c'est ça, il a été poursuivi, il a tout ça. Le Conseil musulman a jugé ses propos islamophobes et a réclamé des excuses de la part du journal. Et évidemment, le journal s'est excusé et puis a changé la première page et tout ça. Alors maintenant, c'est normal d'avoir des petites filles voilées en couverture de journal de pédiatrie. Voilà. Alors, quand on dit que c'est islamophobe, en fait, vous voyez, c'est pour censurer. Et puis, c'est pour censurer le débat, et puis c'est pour évacuer les raisons profondes du désaccord. Hein. C'est pas par racisme, c'est pas par peur, mais c'est parce qu'il y a des raisons. C'est ça. Donc pour le voile, par exemple, c'est des pressions psychologiques et communautaires qui s'exercent sur celles qui veulent s'en émanciper, hein, celles qui ne veulent pas porter le voile, en tout cas les jeunes dans des vous connaissez aussi bien. Donc c'est ça. Alors donc quand on défend comme ça, alors quand on empêche de s'exprimer contre le voilement des petites filles par exemple, en disant que ça alimente des propos islamophobes, et ben en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on abandonne des petites filles, et ben qu'on ne protège pas, contre les pressions psychologiques de la communauté et puis de l'enseignant si on le laisse porter le voile. Et donc les premiers à en subir les conséquences, ben, c'est les musulmans eux-mêmes. Alors c'est sûr que les jeunes de Québec solidaire, qui se disent blancs, cisgenres, comment ils disent, valides et tout ça, ils ne voient pas le problème. Bon. Mais c'est parce qu'ils sont ignorants du problème. Il y a quand même, c'est une pression qui s'exerce sur les jeunes. Yasmine Mohamed, je ne sais pas si vous connaissez Yasmine Mohamed, c'est une Canadienne donc qui a vécu dans une famille islamiste en Colombie-Britannique et qui a écrit un livre pour parler de son enfance épouvantable avec... dans une famille qui l'a forcé on l'a forcé à porter le voile, on l'a batté pour qu'elle apprenne le Coran, parce que donc quand elle connaissait pas, en tout cas parce qu'elle avait du mal à apprendre le Coran par cœur, alors on l'a batté et tout ça pour ça. Et donc, je sais pas, à un moment donné au secondaire, il y a une assistante sociale ou en tout cas une responsable à l'école là, qui a vu qu'elle avait des bleus et qui lui a conseillé d'aller voir un juge des jeunes, là, un juge, et puis elle est allée, donc elle a raconté son histoire, et puis le juge n'a pas donné suite en disant que dans sa culture, dans la culture des musulmans, le châtiment corporel c'était normal, fait qu'ils l'ont renvoyé à sa famille. Donc ça, c'est par exemple une conséquence du relativisme culturel et de la peur de se faire accuser d'islamophobie si on va poursuivre telle personne qui a des comportements extrémistes avec ses enfants et islamistes. Donc ce que cache la lutte à l'islamophobie. Donc c'est ça. Donc vous avez vu, en début d'année, on a présenté le poste de représentant canadien à la lutte. On a beaucoup parlé en début d'année de Amina El-Rawabi, qui est représentante canadienne à la lutte contre l'islamophobie. Donc il y a eu beaucoup de critiques sur la façon dont elle s'est exprimée, en particulier de façon assez désagréable contre le Québec et contre la loi 21. Moi, c'est surtout le poste dont je voudrais parler. Hein.
C'est ça, là, okay, on veut bien. Écoutez, moi je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'islamophobie au sens de haine contre les musulmans, de sens d'aversion contre l'islam. C'est vrai que l'islam est de moins en moins, et c'est la religion qui est le plus... la moins acceptée quand même. C'est vrai. Alors donc, c'est vrai. On ne peut pas dire que l'islamophobie n'existe pas en tant que haine contre les musulmans. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce qu'on en rajoute? Premièrement, pour lutter contre l'islamophobie, il faut reconnaître tout le portrait qui entraîne, qui mène vers cette image détestable des musulmans. Et moi, je trouve que ces islamistes nous donnent une image très détestable, qui se retourne contre nous. Okay? Et puis, Amira El-Rawabi, tout ce qu'elle va faire, c'est accentuer cette image détestable. Okay? Ce qu'on dit, c'est que ce n'est pas ça qui va nous aider. Donc, quelles sont les actions qui vont être menées pour, soi-disant, lutter contre l'islamophobie? Alors, en plus, je vous sors des chiffres. Que j'avais déjà sorti. Donc le budget fédéral de 2022 prévoyait 5,6 millions de dollars pour ce poste. C'est pas mal d'argent qui est donné à ce poste-là. Donc ce poste-là fait partie des recommandations du sommet national sur l'islamophobie qui s'est tenu en 2021. Alors au moment de ce sommet national sur l'islamophobie, le Conseil national des musulmans canadiens avait déposé un mémoire. Donc c'est ça que je vais vous montrer ici. Qu'est-ce que j'ai là ici? Qu'est-ce que je vois là? Ok, celui-là ici, là. Très agressif comme image. Le Conseil national des musulmans canadiens avait déposé un mémoire dans lequel figurait, dont on a parlé d'ailleurs dans les médias. Et puis nous, on avait écrit une lettre aussi avec certains, avec Yasmine Mohamed, avec plusieurs aussi dans le Canada anglais, avec Tarifata qui est décédé maintenant, pour dénoncer ces recommandations. Donc, avait déposé un mémoire dans lequel il y avait des recommandations. C'est intéressant de voir les recommandations du Conseil parce que, donc en particulier, ce poste de représentant canadien contre l'islamophobie, c'est une des recommandations de ce rapport. Alors, si vous regardez... OK. Alors, dans le rapport, donc, il y a... Mais non. Reste comme ça. Ça va? C'est ça? Oui. Donc, on appelle à interrompre, en particulier, donc il y a des recommandations qui appellent à interrompre la stratégie nationale de lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation. En fait, ils appellent à arrêter la stratégie. Vous savez, il y avait un plan, là... Donc, ils demandent d'arrêter le plan national de lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation. Ils appellent, à suspendre la division de l'ARC, donc de l'Agence des revenus du Canada, chargée, donc la DRE, qui est la division qui est chargée de repérer les menaces de financement du terrorisme au Canada. C'est pas l'ARC. Non, la DRE. La DRE, c'est la division de l'ARC qui est chargée de repérer l'argent qui s'en va vers le terrorisme. Okay, donc, chargée, c'est ça. Donc, eux autres, ils appellent à suspendre cette affaire-là. Ils appellent à surveiller les organismes de sécurité nationale, dont le SCRS, et l'Agence des services frontaliers du Canada, qu'ils soupçonnent de pratiques racistes, xénophobes, islamophobes et de pénétration de la suprématie blanche. Donc c'est vraiment la sécurité nationale, moi je trouve qu'ils s'en foutent. C'est ça. Alors ici, ça c'est quoi, c'est laquelle? Oui, là, alors ça, c'est le poste, c'est ça, l'envoyé spécial sur l'islamophobie. Donc, c'est sur le représentant sur l'islamophobie. Là, il fait tout seul, il s'en va tout seul. OK. L'envoyé spécial sur l'islamophobie devra avoir le pouvoir d'un commissaire et pouvoir procéder à un examen des certificats de sécurité. Donc, on demande un gros pouvoir
Donc c'est pas une madame qui va nous parler gentiment d'islam. En tout cas, on lui donne un gros pouvoir hein, dans ses recommandations. Alors, par ailleurs, c'est ça, les autres recommandations, c'est par rapport au programme scolaire sur l'islamophobie. Donc on demande d'avoir des programmes scolaires sur l'islamophobie qui affirment les identités musulmanes et incluent des représentations nuancées de l'islam et des musulmans. Je ne crois pas qu'on peut compter sur eux pour la nuance. Mais en tout cas, moi je me suis battue pour pas qu'il y ait, enfin, moi et d'autres, pour pas qu'il y ait cette vision stéréotypée des femmes musulmanes dans les manuels scolaires. Bon, disons que c'est le contraire qu'ils veulent faire. Bon, et puis aussi des recommandations dans la culture, hein, pour réécrire. Donc c'est des productions d'histoire musulmane. Donc ils veulent écrire leur propre histoire, leur propre version des faits. Donc ça ressemble pas mal à de la manipulation du système scolaire et de la culture pour pousser dans le silo de l'islam politique à travers la victimisation. Donc ils veulent raconter leur propre histoire. Moi je ne ferai pas confiance au Conseil national des musulmans canadiens pour me faire un programme scolaire pour les enfants. Bon, alors, donc c'est tout ça. Hein. Et alors, là on peut dire c'est juste un rapport, sauf que comme vous voyez, on les écoute beaucoup, hein, les Conseils nationaux des musulmans canadiens. Vous voyez Justin Trudeau qui a souvent des rencontres avec des chefs religieux. Vous avez vu l'argent qui est à leur disposition. Donc ce poste de responsable à la lutte contre l'islamophobie, eh ben, il a été créé hein, avec beaucoup d'argent. Et puis ces recommandations-là, eh bien, c'est pas allé, ça n'a pas été tabletté, hein, parce que, eh ben, en fait, la DRE, donc la division de l'ARC qui est chargée de repérer les menaces de financement de terrorisme, eh bien, on a appris, il n'y a pas longtemps, eh ben, qu'il fait effectivement l'objet d'une enquête en raison d'allégations d'islamophobie. Alors, en particulier, les plaignants disent que 75% des organismes à but non lucratif dont le statut a été révoqué sont musulmans. Alors, pour eux, ça n'a pas de sens que 75% des OBNL qui ont été révoqués sont des musulmans. Mais si vous allez regarder les chiffres, si vous allez regarder la liste des entités terroristes du Canada, allez, vous allez cliquer, j'aurais pu la mettre ici, mais vous allez voir la liste des entités terroristes, et bien c'est la grande majorité, et bien c'est des... attendez, j'ai perdu mon affaire. C'est des islamistes, hein, et constitués dans sa très large majorité de groupes islamistes. Hein. Par exemple, Jamaat al-Islam, tout ça, là, et pas mal d'autres. Donc c'est un peu normal, quand on voit ça, que 75% des OBNL qui se trouvent résiliés, en tout cas, il y a peut-être de l'islamophobie, on verra ce que donne l'enquête, mais en tout cas, moi, pour l'instant, je vois que c'est quand même assez cohérent avec ce qu'on constate. Hein. Si vous allez voir la stratégie antiterroriste du Canada, eh bien ça dit ceci, ça dit que l'extrémisme islamique violent est la principale menace pour la sécurité nationale du Canada. Donc c'est pas de l'islamophobie, hein, c'est une réalité. Donc ma conclusion, je ne regarde même pas l'heure parce que je crois que j'ai dépassé de beaucoup là, mais je suis en conclusion. Donc c'était ça que je voulais montrer, c'est tout là. Donc se présenter en victime de l'islamophobie, faire des demandes déraisonnables en abusant du système, se faire haïr, c'est ça l'affaire. Hein. On se dit qu'on est des victimes, et on fait des demandes, on se fait haïr. Alors après ça on dit qu'on est des victimes, on fait des demandes, on se fait haïr. Alors on a l'impression qu'on est dans un cercle, et c'est comme si c'était un peu fait exprès. Bon, alors on a beaucoup parlé ces derniers temps de la chercheuse au CNRS Florence Bergot-Blaclair, qui a fait une enquête sur le frérisme et ses réseaux. Et elle l'explique bien, en fait, dans son livre. Alors je prends quelques extraits, je n'ai pas encore lu le livre, mais enfin je prends des extraits des articles qui en parlent.
Alors ce qu'elle dit, c'est qu'il s'agit de rendre la société charia compatible. Une fois qu'elle l'est, petit à petit, ça s'étend. L'introduction du concept d'islamophobie a permis d'imposer un contrôle du langage. Chaque fois qu'on critique l'islamisme, on est sommé de se justifier. Si on n'aime pas l'islamisme, on est assimilé à quelqu'un qui n'aime pas les musulmans. Donc elle estime que ces stratégies marchent encore mieux dans les sociétés accommodantes comme le Canada. Avec le Canada, c'est du beurre, puisque la société est par nature accommodante. Mais cette négociation ne s'arrête jamais, car l'objectif, in fine, c'est de ne jamais devenir des Français ou des Canadiens musulmans, mais des ambassadeurs de l'islam en France ou au Canada. Ces gens-là ne s'arrêtent jamais, quels que soient les accommodements consentis. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. J'ai pris, pour finir, une citation de Fatima Ouda Pepin, je suppose que vous savez qui c'est. Hein, elle a décrit dans un article qui s'appelle Le Canada, elle décrit dans un article le Canada de ventre mou de l'Occident, identifié par les groupes islamistes comme étant une cible privilégiée, où le djihad juridique et idéologique pouvait être mené avec succès auprès des tribunaux grâce aux failles qu'ils ont décelées dans les lois du pays, notamment la Charte canadienne des droits et libertés et la loi sur le multiculturalisme. Parce que moi, j'ai jamais vu des islamistes nous parler de liberté et de droits humains autant qu'ici. Hein. C'est incroyable. Alors, pour en revenir au comité sénatorial du début, on verra ce qui nous ponde. Mais moi, mais ce genre d'approche, c'est pas nouveau du tout. Hein. Et puis on en avait déjà parlé. Donc, nous avons déjà dénoncé en fait ce genre d'études biaisées. Par exemple, en 2019, en lien avec une recherche de la Commission des droits de la personne, qui dresse aussi un portrait affreux là, de l'islamophobie au Canada. Là. En tout cas, il faudra aller revoir notre article, mais on avait analysé le rapport et la méthode scientifique, c'est la méthode boule de neige. On va chercher des individus là, qui sont déjà, qui se disent victimes, et on leur demande d'aller chercher des amis qui se disent victimes. Et donc c'est la méthode boule de neige, et c'est ça. Et donc c'est comme ça qu'on procède. En allant chercher les victimes, et puis sans vérifier, en plus on se base, c'est sur des perceptions, hein. C'est des perceptions, donc est-ce que vous pensez que vous êtes victime d'islamophobie? Oui, je pense que je suis victime d'islamophobie, voilà, alors je me suis fait arracher le voile, mais on ne va jamais vérifier les faits, hein. D'ailleurs, on se rappelle d'une histoire. En 2018, il y a une écolière de Toronto qui avait dit qu'un homme l'avait agressée et avait coupé son hijab. Et puis ça avait fait la manchette. Et puis Justin Trudeau avait dit que ça n'avait pas de sens tout de suite. Et puis les journaux en avaient parlé. Et finalement, c'était pas vrai. Finalement, c'était la jeune fille qui avait inventé l'histoire. Donc, écoutez, donc c'est toujours la même chose. C'est pas nouveau. On connaît le discours. Moi, à mon avis, l'objectif premier, enfin ce qu'on voit, hein, d'ailleurs Fatima Aboubakr, qui est dans notre groupe aussi, là, qui en parle dans un article, en tout cas on a vu, l'idée c'est de faire sentir les musulmans comme victimes et de faire en sorte qu'ils se plaignent, parce que ce qui dérange, c'est les chiffres de Statistique Canada. Alors les propos, les actes haineux contre les musulmans, c'est beaucoup moins que les actes haineux contre les juifs. Les juifs, proportionnellement à la population, c'est comme 18 fois plus. L'idée, c'est de faire monter le nombre de crimes haineux. Écoutez, on le voit, moi j'ai écouté la conférence aussi dont Fatima parle, et puis j'écoute le monsieur, et moi ce que je vois, c'est qu'on essaie. Là vraiment, allez vous plaindre. Mon sentiment à moi, c'est qu'ils veulent, je ne sais pas, c'est important pour eux que les statistiques fassent monter, là, que ça monte. Donc ce n'est pas du tout l'idée,
n'est pas de faire en sorte d'avoir un vivre ensemble qui soit agréable, qu'on se, je sais pas là, de faire en sorte que les gens aient une vision positive de l'islam. C'est au contraire d'accentuer le sentiment de victimisation. Et c'est toujours ça. Voilà. Donc manipuler, c'est ça, manipuler le sentiment de victimisation, semer la haine du Québec, ça fait partie du plan, soutenu par le gouvernement fédéral. Eh bien, c'est grave, surtout pour nos jeunes aussi, parce qu'on a déjà vécu des choses comme ça. Je ne sais pas à quelle année, en 2018, là, peut-être, je ne sais plus quand, là, quand il y a eu au moment des événements en Syrie, comment... De 2012 à 2016. Oui, c'est ça, mais au Cégep Maisonneuve. Le Cégep Maisonneuve, il y avait un climat de radicalisation, voilà, et plusieurs étudiants étaient partis en Syrie. Bon, mais c'est ça, et quand on lit le rapport, eh ben on voit que l'idée, c'est de manipuler cette histoire. Alors, à l'époque, c'était pas la loi 21, c'était, est-ce que c'était la Charte des valeurs? C'était la Charte des valeurs. Alors, on l'utilisait pour diaboliser le Québec, pour faire sentir les jeunes comme des victimes. Et puis, ben, écoutez, le résultat, c'est la radicalisation. C'est que les jeunes se radicalisent, deviennent de plus en plus, s'isolent de plus en plus de la société, forment des groupes à part. Et puis, est-ce que c'est ça? Donc, c'est peut-être le rêve multiculturaliste de Justin Trudeau, mais moi, je trouve que c'est très malsain et que c'est pas comme ça qu'on va permettre d'avoir une société agréable pour vivre ensemble où on peut vivre ensemble de façon agréable. Donc, ces activistes qui exigent des lieux de prière dans les écoles, contestent les lois du Québec et piétinent la laïcité, s'auto-proclament représentants de la communauté musulmane. Et c'est ça qui nous énerve au maximum. C'est parce qu'ils s'auto-proclament représentants de la communauté. Alors on dit non, not in our name, pas en notre nom. Ils ne représentent en fait qu'eux-mêmes. Le problème, c'est qu'ils ternissent l'image de tous les musulmans et enveniment le climat social. Alors voilà, donc mon message, c'est qu'on ne peut pas laisser faire. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'exprime.